Bonjour à tous. Dans le cadre de la sortie de l'Omnibus La genèse de l'humanité de Bleuette Dio, omnibus qui comprend l'intégrale des 4 livres de Bleuette, l'émergence de l'homme, les dieux civilisateurs, à la lumière de la science et OGM Homo sapiens, nous vous proposons une édition remontée de l'interview que Bleuette nous avait accordée l'année dernière. Ah, coucou. Ça y est, me revoilà. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que je réfléchissais un petit peu à la façon de te présenter. Je me suis dit comment présenter Bleuette. Et cet après-midi, j'ai repris tes livres et en fait, je me suis dit, mais pourquoi réécrire ce que Bleuette a déjà écrit puisque tout est déjà là-dedans. Et si vous me le permettez, je vais lire quelques phrases de ce livre qui est le premier que tu as sorti, non pas ton premier livre, mais le premier de La genèse de l'humanité. Et tu disais ceci: ne rien croire sans preuve, mais se dire que tout est possible, telle est ma devise. Pour démêler le vrai du faux en archéologie, il faut savoir aiguiser son sens critique sans pour autant se montrer trop frileux. Malheureusement, réussir à trouver le juste équilibre n'est pas simple, loin s'en faut. En voyageant aux confins des civilisations, le chercheur non conformiste marche sur une corde raide. Les supports d'écriture n'étant pas là pour lui assurer quelques prises solides, il sait qu'il va devoir prendre des risques. Ne nous le cachons pas, s'aventurer dans le monde de la préhistoire, c'est explorer une terra incognita. Car qu'on le veuille ou non, en l'absence de sources textuelles, on ne peut que supposer, qu'émettre des conjectures sans jamais avoir de certitude. Néanmoins, ces théories spéculatives nous aident à élargir nos champs d'interprétation afin de mieux appréhender le sujet. Voilà, je crois que quand on lit ça, on comprend beaucoup mieux ta démarche. Je respecte la science. Parfois, je peste un petit peu contre la frilosité peut-être de la science. Toi qui as lu mes livres, tu sais à quel point j'ai toujours mentionné mais la science est toujours à l'honneur dans mes livres et je mentionne tout un tas de scientifiques. Comme je te disais hier, il faut toujours quand même, dans un essai comme le mien, ne pas se contenter des acquis, de dire simplement ce que les autres ont dit, c'est-à-dire de prendre des risques. Parce que la science, on a beau dire, c'est pas un dogme figé. La science, elle va se remettre en question, elle se trompe, la science recommence, la science évolue de cette façon-là. Et pour moi, mes essais, c'est simplement une façon d'explorer des champs inexplorés. Voilà, c'est ça, c'est d'explorer des champs qui sont un peu oubliés ou inexplorés. Alors, et d'aller plus loin. Malheureusement, souvent, quand on n'a pas lu les travaux d'un chercheur, d'un auteur, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il pense et ce qu'il doit et ce qu'il a envie de dire. Je veux dire, ça suffit pas d'entendre. Voilà, il faut aller au-delà et puis vraiment chercher. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui d'une part, sont pas d'accord avec toi, c'est de lire ces livres parce que tu as le courage de mettre tes écrits et de les rendre accessibles à tout le monde. Et puis à partir de là, s'il y a des choses qui sont pas tout à fait justes, c'est d'en parler. C'est ça aussi la science. Chacun apporte sa pierre. C'est-à-dire qu'on prend toujours des risques. C'est vrai que de toute façon, par exemple, au niveau de la préhistoire, et ça c'est encore plus flagrant parce qu'on n'a pas de source écrite, hein, malheureusement, on travaille dans un... Mais on a des symboles. On travaille sans filet, hein, je veux dire, on a des symboles, on a des proto-écritures, hein, donc heureusement, mais bon, ça suffit pas, c'est pas comme un texte écrit où, voilà, on comprend mieux les choses. Alors, donc, on est obligé de les interpréter, et en préhistoire, on interprète beaucoup. Je vais rebondir quand même sur les sources écrites que nous avons, à savoir les livres sacrés, et ton premier chapitre, tu l'as appelé « Les mythes contiennent-ils une part de vérité ?» Et tu expliques qu'en fait, tout est parti d'une lecture de ces textes qui t'ont amené à prendre un chemin un petit peu différent. C'est-à-dire qu'avant, donc bien sûr que je connaissais donc le monde du Proche-Orient ancien, mais c'est en lisant vraiment, en approfondissant la Bible, je vais dire, je vais être honnête, l'Ancien Testament notamment, que j'ai commencé à vouloir me dire et avant tout ça, et toujours avant, je voulais toujours remonter de plus en plus loin pour arriver à comprendre exactement tout. Alors ça a été un début, puis après j'ai enchaîné sur énormément d'autres choses, mais voilà, donc il faut. Ça a été le moteur quand même, ces textes. Oui, alors ça a été le moteur. Oui et non, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres moteurs. Il y a eu des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont incité
à aller du côté du Proche-Orient ensemble, parce que moi, au départ, je voulais me destiner pour l'égyptologie. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas avec l'égyptologie que je trouverais les débuts de la civilisation, etc. Et j'étais vraiment jeune, et mais je n'ai jamais regretté ce parcours, même si j'ai changé vraiment pour des tas de raisons, et notamment un accident extrêmement grave. Ta question, il faut un moteur vraiment puissant, mais moi, ce moteur, je l'ai toujours eu, même enfant déjà, j'avais envie de savoir, peut-être pas d'où on venait, mais je suis d'une curiosité maladive. Moi, il faut toujours que je sache, que je comprenne, etc. Donc, Parfois, ce que je déplore un petit peu, moi, et là, j'en profite pour le dire, c'est peut-être le manque de parité au niveau homme-femme dans ce domaine. Il y a beaucoup plus d'hommes. Alors, mesdames, hein, allez. Dans tous les domaines de la science, c'est pas toujours évident. Ça allait mieux maintenant parce que ça n'a pas été toujours le cas, mais c'est vrai que même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui imaginent que les filières scientifiques sont davantage faites pour les garçons que pour les filles. Or, c'est faux, c'est absolument faux. Les filles sont à même de faire des études de sciences, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, Bleuette, moi, il y a un point dans tes travaux, dans tes livres, qui m'a toujours explosé le cerveau, c'est le cas de le dire, c'est cette fameuse boîte crânienne. C'est que ce qu'on appelle l'encéphalisation, c'est-à-dire la boîte crânienne qui va se développer et devenir plus grosse. Quand on va commencer, c'est difficile en quelques mots, hein, quand on va avoir les premiers hominidés, les tout premiers, ils avaient donc une boîte crânienne au niveau centimètre cube à peu près égal aux chimpanzés à l'heure actuelle. Hein, on est vers 412, 420 centimètres cubes. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec les millions d'années qui vont passer, on va avoir Homo erectus qui va avoir 1000 cm3, etc. Et ça monte jusqu'à Homo sapiens archaïque et Néandertal, hein, son plus proche cousin Néandertal. Et là, on va avoir le pic maximum, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle des dodicocrânes, c'est-à-dire des crânes longs qui sont environ à peu près 1500, 1600 cm3. C'est vraiment beaucoup plus gros et ça va parfois jusqu'à 1700 cm3. Et bien sûr, on connaissait donc ce qu'on connaissait sous le nom de Cro-Magnon, qu'on n'emploie plus maintenant, et que voilà, on a changé un petit peu, mais c'est la même chose. C'est nous, c'est-à-dire il y a 33 000 ans, 40 000 ans, on avait un crâne plus gros que celui de maintenant. Il y a un moment, au néolithique, vers moins 12 000 ans à peu près, notre crâne va rapetisser, c'est-à-dire il est toujours en augmentation, tout le temps, il va avoir une courbe croissante tout le temps, mais pourtant, à un moment donné, cette courbe va s'inverser. C'est complètement fou. Voilà, cette courbe va s'inverser chez nous et notre crâne va devenir ce qu'on appelle les brachycrânes, c'est-à-dire environ 1400, 1450 cm3. Donc, il y a des travaux qui ont été menés, hein, notamment à Lyon, où on a mesuré les endocrânes, c'est-à-dire l'intérieur du crâne. Donc, on a mesuré des endocrânes de notre espèce, hein, Homo sapiens archaïque d'il y a 33 000 ans, et puis des endocrânes de maintenant. Et on s'est rendu compte qu'on avait perdu à peu près, hein, c'était environ 20% de cette boîte crânienne. Mais c'est pas du cerveau. Mais pas du cerveau, par contre. Voilà. Alors, donc, on va perdre on va avoir des crânes plus petits, mais ça ne veut pas dire qu'on va devenir plus bête. Au contraire. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, est toujours aussi gros, mais il va falloir qu'il s'adapte à cet environnement plus petit. Alors, pour s'adapter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plisser. Donc, le néocortex qui est tout autour va plisser. Et en plissant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les neurotransmetteurs vont se rapprocher et ils vont booster l'information. Alors, je te la fais rapide. Il va booster l'information beaucoup plus vite et les neurotransmetteurs seront plus rapides et vont pouvoir, voilà, comme je te dis, booster l'information et que l'homme devienne plus intelligent. Et c'est à cette période, au néolithique, qu'on va parler du Big Bang du cerveau. Maintenant qu'on a expliqué ça, qu'on a expliqué ce Big Bang du cerveau, donc qui est situé, enfin que les scientifiques situent à peu près à 40 000 ans, avant Jésus-Christ, en gros. Le Big Bang du cerveau, non, c'est le néolithique, hein, c'est vraiment 12 000 ans à peu près. Hein, c'est vraiment la période où l'homme va devenir, ne sera plus chasseur-cueilleur, il va devenir les premiers sédentaires, les premiers agriculteurs. Donc, il va fonder les premiers villages pré-agricoles, etc. Donc, on est vraiment au néolithique là.
Et surtout, on arrive gentiment avec nos chaussures de marche et ma chemise en jean, on arrive sur le site de Gobekli Tepe. Bien sûr, que j'ai Voilà. visité. Voilà, donc on va pouvoir parler un peu de mon voyage. Ce qu'on va faire, ce que je te propose, Bleuette, c'est peut-être qu'on mette déjà la carte pour que les gens puissent situer où se trouve Gobekli Tepe, qui est en Turquie, comme ça. C'est la carte du croissant fertile, effectivement, où on voit donc toute la Méditerranée et on voit, disons, Tal Ramad, tout ça, toute la. Voilà. Et on remonte jusqu'en haut, jusqu'à la frontière syrienne et la frontière turque. Et Gobekli Tepe se situe quasiment à la frontière. Voilà, donc voilà, on est à la frontière syrienne, dans une zone à risque. Assez chaude quand même, actuellement. Oui. Donc tu as organisé, vous avez organisé avec Daimian, qu'on voit à l'écran et qu'on salue, un voyage en Turquie. Voilà, on a fait un voyage en Turquie d'une semaine, à 8 jours exactement. Et donc on a parcouru, on n'est pas allé qu'à Göbekli Tepe. On a commencé donc par Ankara et puis on est descendu tout doucement. On est passé par la Cappadoce et puis on est redescendu. On est descendu jusqu'en bas. On n'était pas du tout sûr de pouvoir y arriver parce que justement, c'était la période où on avait la guerre. Donc là derrière, ce qu'on voit, c'est le temple de Gobekli Tepe. Là, c'est le temple de. Alors, ce qu'on voit derrière, c'est le temple de Gobekli Tepe. On est carrément sur le site qui est couvert parce qu'autrefois, il n'était pas couvert, mais maintenant, ils ont mis un dôme dessus pour protéger ces structures qui sont en pierre calcaire et qui sont extrêmement fragiles parce que le calcaire se décompose malheureusement. Et tout autour, on a un passage en bois. Et du coup, on voit le site en hauteur. Voilà, donc on le voit en hauteur et ça nous permet, comme ça, de pouvoir prendre des photos, etc. et que les gens n'y aillent pas. Voilà, parce que c'est vrai que sinon, il serait vite endommagé, etc. Donc c'est vrai que là, les Turcs ont fait un travail absolument remarquable. Ouais. Surtout que maintenant, il y a des quarts entiers de toutes sortes de pays qui viennent visiter ce lieu extraordinaire. Et en plus de ça, en Turquie, là, il y a des gens avec qui des contacts que j'ai en Turquie qui disent que depuis, et ça vous le savez, tous ceux qui ont la chance d'avoir Netflix, il y a eu une série qui est passée et qui a montré des magnifiques images de Göbekli, ce qui fait qu'il y a encore plus de touristes qui vont justement pour voir ce site extraordinaire. Alors, je t'admets que j'ai regardé la série, mais pour voir le site, parce que je ne l'ai pas trouvé. Moi, personnellement, la série ne m'a pas emballé plus que ça, mais voilà, j'ai pu revoir le site. C'est romancé, la série, mais romancé à fond, parce que là, l'intérêt, c'est de pouvoir justement faire découvrir au grand public des sites qu'on ne connaît pas assez. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport à la série, il y a des gens qui me demandent où est la part de vérité. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. Déjà, on a l'impression que ce sont les Turcs qui mènent les fouilles, alors que c'est faux. C'est vrai que ce sont les Allemands et les universités allemandes qui s'occupent du site. On va peut-être rappeler d'ailleurs, parce que ça paraît fou, mais à quelle date le site a commencé réellement à être désenclavé ? Alors, il a été découvert en 1996, mais il a fallu. Alors après, il y a eu plusieurs. Il y a Hopman qui est venu, qui a commencé à fouiller un peu le site, etc. Mais il faut vraiment attendre 2006 pour que Klaus Schmidt vraiment fasse des excavations suffisantes pour vraiment avoir les premiers piliers qui vont vraiment sortir de terre. Donc c'est très récent. Très récent et il a fallu du temps avant que les informations remontent jusque dans les pays européens et même à l'heure actuelle en Allemagne on le connaît un peu mieux parce qu'il y a plus de documentaires et que ce sont des équipes allemandes qui sont sur place et aussi bien Hopman que Klaus Schmidt sont allemands, mais à l'heure actuelle je trouve malheureux qu'un site de première importance à ce niveau-là soit si peu connu des pays européens à l'heure actuelle. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en France, on ne connaît pas du tout ce site ? Moi, je rencontre plein de gens qui ne connaissent absolument pas. Quand j'arrive en conférence, souvent, je demande aux gens, est-ce que vous connaissez le site ? Et je vais vous dire, les 3/4 des gens
qui aiment ces sujets, en plus de ça, ne le connaissent pas. Autant les gens connaissent tous Stonehenge, autant Göbekli ne connaissent absolument pas ce site. Voilà. Et qui est pourtant le premier temple de l'humanité, le site, une découverte majeure, comme dit Laura Bonamy. Je te fais un coucou, Laura. Oui, c'est un site extraordinaire. C'est un site qui m'a fait découvrir énormément de choses. Et dans mon 4e livre, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, je dis quelque chose qui m'a paru évident. Je pense que Göbekli Tepe, ce site pour moi, c'est carrément une capsule temporelle. Et j'en parlerai tout à l'heure et j'expliquerai pourquoi. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Je crois qu'il est très important pour les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont plus tard, puisqu'encore une fois, cette vidéo sera disponible en replay. Voilà. Ce qu'a changé Göbekli Tepe par rapport au cycle qu'on pensait bien établi jusque-là, à savoir sédentarisation, religion. Qu'est-ce que ça a changé Göbekli Tepe à ce niveau-là? Alors, Göbekli Tepe, bien sûr, a changé énormément de choses au niveau de l'archéologie en général et de toutes les idées que nous avions à l'époque. Parce qu'on s'imagine, il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas. Quand on a découvert, pas que Göbekli Tepe, il y a Nevadan Chori aussi, des sites comme Çatalhöyük, par exemple, exactement. On a découvert plein de sites comme ça, et notamment Göbekli Tepe, qui va nous faire prendre conscience que notre schéma de pensée de l'époque était complètement fou. Parce qu'on s'imaginait avant que, disons que l'homme, n'ayant plus besoin de chercher sa nourriture en permanence, donc quand il va devenir sédentaire, qu'il va commencer à faire des villes, qu'il va commencer à être sédentaire, c'est à ce moment-là qu'il va devenir vraiment religieux, qu'il va devenir d'une grande spiritualité, qu'il va commencer à bâtir des temples. Et ce qui paraissait logique au final. C'était extrêmement logique. C'était extrêmement logique. On se disait, voilà, on a d'abord la sédentarité, on a déjà les villes, on a déjà ceci. Et puis ensuite, on a les temples qui arrivaient en dernier. On se disait, ça me paraissait, l'homme, on savait qu'il avait une forme de spiritualité, mais pas à ce niveau-là et qu'on n'avait pas des temples bâtis. Et quand on découvre Göbekli Tepe, qui est plus ancien que la sédentarité, qui est plus ancien que l'agriculture, que tout ce qu'on imaginait jusque-là, que l'homme était encore chasseur-cueilleur, on se rend compte qu'il avait déjà bâti un temple extraordinaire, et pas que celui-là, parce qu'on est en train de découvrir un autre temple un petit peu plus loin, à peu près dans la même mesure que Göbekli Tepe. Donc c'est là qu'on se rend compte que vraiment le temple est arrivé bien avant et que c'est la spiritualité qui a été le facteur déclenchant de la qu'est-ce que j'ai dit? De la spiritualité, voilà, qui était le facteur déclenchant de la sédentarité et de tout ce qui va arriver après, l'agriculture, la domestication, etc. Alors, Camille a mis une photo du site, mais je crois que nous avons aussi une photo de toi dans le musée qui a reconstitué. Parce que là, c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se dit, c'est des bouts de cailloux, c'est pas très gros, mais voilà de quoi on parle. Voilà la mini bleuette. Voilà de quoi on parle, ça c'est la taille réelle. Je ne suis pas immense, mais quand même, je ne suis pas une fourmi non plus. C'est là qu'on se rend compte que ce sont quand même voilà, c'est voilà, les grands piliers. Alors attention, ce sont des piliers jumeaux qui sont au centre. Tous les piliers n'ont pas cette taille-là non plus. Oui, mais enfin quand même ceux-là, il a fallu un moment que des gens qui étaient soi-disant chasseurs, cueilleurs, primitifs, tout ce qu'on veut, se coordonnent et un projet commun et puis décident de se balader avec des pierres comme ça pour faire un joli temple. Il y a quand même quelque chose qui... Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ces grands piliers, ce qu'on appelle les piliers jumeaux, ils font environ 5,50 m pour les plus grands et ils pèsent entre 16 et 18 tonnes. Donc, 16 et 18 tonnes, il faut voir que c'est très, très, très difficile de traîner ça avec des moyens de cette époque-là, parce qu'il faut s'imaginer qu'ils sont chasseurs-cueilleurs. Ce sont des nomades, ce ne sont pas des sédentaires à ce moment-là. Et la carrière où ont été extraits ces blocs est en contrebas environ. Quand on connaît bien la région, on sait que c'est un tel. Un tel, c'est une petite colline artificielle, on va dire. Et en contrebas, les carrières, voilà, c'est vraiment pas creusé à la même hauteur. Donc, il faut s'imaginer
des chasseurs-cueilleurs, en train de tailler des blocs de 16 tonnes, 18 tonnes, et de pouvoir remonter 500 mètres à 300 mètres ces pentes qui sont caillouteuses, qui sont très difficiles d'accès. Donc, comment ils ont fait? On n'en sait rien. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais il y avait des cordes. Alors, il faut savoir que les cordes de cette époque-là, ce sont des cordes tressées avec des chanvres, des choses comme ça, des plantes, hein, voilà, je sais pas exactement avec quoi on tisse, à part de chanvre, mais voilà, ce sont des liens tressés, mais ils n'ont pas du tout l'élasticité, la solidité de nos cordes de maintenant. C'est-à-dire, au bout d'un certain poids, au bout d'une tonne, 2 tonnes, ben, ça casse. Donc, même en mettant plusieurs, ça me paraît déjà difficile, mais bon, en plus, il faudrait, pour pouvoir remonter tout ça, et je suis persuadée que ce sont les hommes qui l'ont fait. Attention, hein, comme me prête pas. Oui, là-dessus, on est d'accord. Là, je ne dis pas que ce soit des extraterrestres. Non, ce sont Non, ne faisons pas de racisme historique. Ah oui, Ils ont réussi à le faire puisque c'est là. Ils l'ont fait. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais maintenant, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Il faut des plans. Il faut pouvoir se coordonner. Et là, plusieurs spécialistes ont dit qu'il faudrait au moins 500 ouvriers sur place pour pouvoir dresser d'un site de cette ampleur. Ah, il en faut de la soupe. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est qu'un petit morceau du site, parce qu'il reste encore, la plupart des sites est encore sous terre. Il n'est pas encore excavé. Hein. Alors, tu veux dire l'ampleur du site fait à peu près quelle taille? Ben là, sorti de terre, il y a 9 hectares. Donc, il est sorti déjà de terre. suffisamment grand. Sorti de terre. Mais il en reste encore beaucoup. Oui. Je te pose la question, quelle motivation, quelle force motrice pousse ces gens à faire un truc aussi démesuré? Bah, comme on me disait, la spiritualité. Alors, il faut une grande spiritualité. Il faut forcément que quelque chose les y incite. Quand on fait un truc comme ça, quand on se dépasse soi-même, c'est qu'on a un but extraordinaire. Donc, il était certain qu'il y avait un dieu, des dieux qui motivaient une force spirituelle. Mais pour avoir cette force spirituelle, il faut avoir quelque chose vous donne envie de le faire. Forcément, il faut quelque chose vous donne envie de le faire. Alors, c'est vrai que maintenant, on s'imagine, parce qu'on nous l'a appris, parce qu'il y a un dieu dans l'univers et pour ce dieu, on va bâtir des cathédrales. Mais parce que on nous l'avait enseigné comme ça, parce que on nous a dit qu'il y avait un dieu, parce que voilà. Mais à cette époque-là, il faut savoir, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui sont dans vraiment le pragmatisme. Hein. Ce sont pas des grands spirituels. Ils ont besoin de chercher leur nourriture. Il y a que le concret et d'un seul coup, ils se disent, ça y est, on va bâtir un temple immense, on va déplacer des montagnes, parce que là, c'est le cas de le dire, pour un dieu donc il y a bien quelque chose qui a fait qu'il y a quelque chose qui. Alors pour moi, des gens sont tellement concrets que je me dis, ils ont vu Dieu. Voilà. Dieu. Oui, il faut forcément quelque chose pour motiver une telle entre guillemets, attention, hein, voilà, je veux dire, ils ont vu Dieu ou ils ont vu des dieux, ils ont vu quelque chose en tout cas qui leur a donné envie de se dépasser eux-mêmes. Il faut savoir que Göbekli Tepe est défini comme un temple funéraire pour beaucoup. Donc c'est vrai que la mort est omniprésente à Göbekli Tepe. Ça, je ne vais pas le nier. Il y a tout un tas d'animaux chtoniens, c'est-à-dire qui sont des animaux qui sont en rapport avec l'inframonde, hein, c'est-à-dire les araignées, les scorpions, les serpents, etc. Mais il faut voir aussi que le crâne est omniprésent, non seulement à Göbekli Tepe, mais le crâne est omniprésent dans tout le croissant fertile. Ça, c'est clair et net. On a le crâne est vénéré à cette époque-là. Mais il y a tellement de choses à en dire. C'est pour ça que j'invite les gens à lire mes livres parce que je n'ai pas le temps matériel de te raconter, de te dire tout ce que j'ai à dire. Et ce message me paraît tellement important. Pourquoi ce crâne est tellement
vénéré à cette époque-là. C'est qu'au néolithique, on va devenir brachycrâne. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un crâne plus petit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire un crâne plus petit, bon limite, on voit pas bien l'importance. Mais il faut dire que quand le crâne va changer, et là, alors je vais en parler très longuement dans mon 4e, je vais parler de néothénie. Alors, la néothénie, c'est un terme barbare. Alors, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vous allez le lire dans mon 4e, et le rapport de la néothénie fait que nous allons changer de faciès. Et on va plus avoir ce visage un peu agressif avec le bourrelessus orbitaire, c'est-à-dire ces excroissances osseuses qui sont au-dessus de l'orbite. On va plus avoir ces mâchoires prognates avec des dents très larges et puis une absence totale de menton. On va, voilà, petit à petit, avec le temps, l'évolution. Il y a des restes, hein. Il y en a qui l'ont quand même encore, hein, mais bon. Ça, je vais pas venir là-dessus. Hein. Mais donc, c'est vrai que ce changement de visage va peut-être interpeller certaines personnes. C'est qu'une supposition, hein, je veux dire. Donc, c'est peut-être la raison qui va faire que le crâne va être vénéré, parce que ça, on le sait, hein, parce qu'on a des autels sacrés, où il subsiste même parfois du sang hein, par endroit dans certains villages. Et on a des crânes surmodelés, on a vraiment, enfin, j'ai pas le temps de parler de tout ça, parce que je parle par exemple de Kathleen Kenyon à Jéricho, quand on retrouve des squelettes acéphales, on les a privés de tête, on va les surmodeler. Enfin, le crâne a une importance phénoménale, et il est un fait que à Göbekli Tepe, c'est le seul endroit où on va pas retrouver de crâne intact, mais uniquement brisé. Tous les crânes qu'on va retrouver, on va les retrouver bien sûr avec des perforations, des stries, de l'ocre, etc. Donc on sait qu'il était vénéré là comme partout ailleurs. Mais là, la différence, c'est que les crânes sont brisés, sont vraiment brisés, comme si on avait cherché volontairement à les briser, quoi. Alors, j'ai pas là le temps, je vais pas raconter tout ça pendant 107 ans, de raconter pourquoi ils ont été brisés, qu'est-ce qui s'est passé, parce que Göbekli a été enseveli volontairement en moins 8000. Voilà, en moins 8000, Göbekli va être enseveli volontairement. Et je pense que avant cet ensevelissement, ces crânes vont être brisés volontairement. Peut-être, très certainement même, pour s'émanciper. Le site va être volontairement enfoui. Je pense qu'à un moment donné, ces premiers sédentaires vont vouloir comment expliquer ça, vraiment s'émanciper de la tutelle de ces dieux d'autrefois. Bien sûr, il y avait des prêtres, hein, des gens, il y a des initiés, etc. Hein, puisqu'on voit qu'il y a des symboles, il y a tout un tas de choses. Il y a un parcours avec voilà, où on sent qu'il y a des sacrifiés avec comment on appelle ça, des pierres à cupules, etc. pour ramasser le sang, etc. Mais on voit que petit à petit, le site de Göbekli Tepe va commencer à perdre un petit peu de sa puissance spirituelle, puisqu'on a plusieurs niveaux, et qu'au fur et à mesure qu'on arrive à des niveaux plus récents, notamment le niveau 2, on se rend compte que les enceintes sont moins grandes, elles vont devenir carrées au lieu d'être circulaires, les piliers sont plus petits, moins bien décorés. Enfin, il y a une lassitude. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'ensuite, voilà, après, les initiés ne vont plus fréquenter le temple et ils vont reboucher le temple, c'est-à-dire ils vont vraiment l'ensevelir. Mais comme je l'écris dans mes livres, que j'explique, on l'a pas enseveli comme ça, en se disant sous un coup de tête, ouais, on n'en veut plus, on est lassé, parce que là, c'est un autre travail titanesque aussi. C'est un travail absolument titanesque. Ils ont charrié des roches, de la terre. Il y a un mélange d'ossements. Il y a un chaos pas possible qui va fabriquer l'autel lui-même avec des milliers de centimètres cubes de tout un tas de gravats, de tout ce qu'on veut. On crée une colline artificielle. Ils ont créé une colline artificielle pour reboucher ce temple, ce site. Par contre, les piliers ne sont absolument pas abîmés. Il n'y a pas une trace Voilà, on enterre, mais en état. Les piliers n'ont pas été abîmés. Parce que je pense que c'est pas les piliers qui les gênaient. Ce qui les gênait, en fin de compte, je pense que c'est le culte du crâne.
Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont détruit, ils ont brisé ces crânes parce que je pense que le culte du crâne ne leur convenait plus. D'abord parce que très certainement, il y avait des, comment on appelle ça, je trouve plus mes mots, je commence à être fatiguée, je crois. Des antagonistes. Des sacrifices humains. Très certainement, puisque à un moment donné, on va trouver au pied du pilier 9 où il y a un renard qui est gravé dessus. On voit ce qu'on appelle une petite excavation dessous, qui est là très certainement pour retenir. On peut penser aux eaux de pluie, les eaux lustrales, etc. Mais vu le contexte du temple et vu le manque d'eau qu'il y a là-bas, on peut peut-être penser que ça pouvait être du sang, très certainement, parce que alors je peux pas l'expliquer là parce qu'on va le retrouver à Sumer beaucoup plus tard, mais tout ça va revenir dans l'histoire de Sumer. On va retrouver plein de choses. J'ai fait plein il y a plein de similitudes dans l'histoire qu'on retrouve plus tard et qui va pouvoir nous donner une idée de ce qui a pu se passer à Göbekli Tepe, outre tous les symboles écrits qui sont sur les piliers. Donc voilà, ce que je veux dire, à un moment donné, je pense que à Göbekli Tepe, au moment où les gens étaient vraiment sédentaires, parce que c'est à moins 8000, c'est vraiment le début de l'agriculture, je pense que les gens ont décidé, la communauté sédentaire a décidé, c'est fini, les dieux d'autrefois, on n'en veut plus, on s'émancipe, on veut plus en entendre parler. Et je pense qu'aussi, une partie n'était pas d'accord et qu'il y a une partie qui voulait conserver tout ça, qui faisait partie des initiés. Et c'est peut-être pour ça que nous avons retrouvé à Neval Anchori, un village agricole qui n'est pas très loin de Göbekli Tepe, où on va retrouver ce qu'on appelle le porteur de serpent, c'est-à-dire emmuré, carrément emmuré, on a retrouvé une tête qui a été brisée devant, donc toujours pareil, on a toujours ce sentiment de visage, de crâne brisé, et à l'arrière de ce crâne glabre, chauve, on a une vipère qui rampe sur le crâne, et quand on regarde bien cette vipère, vraiment, je vous exhorte à essayer d'aller regarder. On a cette vipère. Voilà. Alors, quand on regarde bien cette vipère, c'est ce qu'on appelle les vipères ottomanes. Ce sont des vipères qui sont extrêmement dangereuses, qui sont grandes. Je trouve cette sculpture absolument magnifique. Elle est absolument magnifique. Alors, on ne la voit jamais de devant parce qu'elle est cassée volontairement. Hein, elle est cassée. Alors, il y a des gens qui me disent comment on sait qu'elle est cassée depuis longtemps. Alors, c'est pareil que pour le mattothème dont je parle très souvent maintenant et dont je vais parler dans mon 4e livre, parce qu'il y a un mattothème d'Ahmad 92 qu'on a retrouvé sur place et qui est au musée de Saint-Lianfa. On sait qu'elles ont été brisées parce que il y a très longtemps, pour la bonne raison qu'on va avoir une espèce de couche calcaire qui va napper ce qui est brisé. Alors donc on a cette espèce de couche calcaire et voilà, donc ça nous permet de savoir que ça n'a pas été brisé récemment, mais il y a très 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 longtemps. Et pour moi, ils ont été brisés en moins 8000, à peu près à cette époque-là, au moment où vraiment les sédentaires vont vraiment essayer de détruire toutes les preuves qui ont un rapport direct avec le culte du crâne. Alors, je sais pas. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure, c'était plutôt que d'ensevelir, pourquoi ne pas avoir détruit tout ça? C'est la question. Alors, pourquoi ils l'ont pas détruit? Alors, bien sûr on fait qu'émettre des hypothèses, hein, parce qu'il aurait fallu être là-bas, avoir des textes écrits pour le savoir. Mais dans la logique des choses, comme je le dis, je pense pas que c'était le temple, parce qu'ils l'ont bâti, ils étaient quand même très religieux, ils étaient quand même spirituels. Ces temples, c'était pas contre le temple qu'ils en avaient, c'était vraiment, je pense, moi, contre le culte du crâne lui-même. Et je pense que c'est vraiment en détruisant, parce que ce qui est drôle, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les sculptures qui ont un visage humain, à part la statue de Saint Lianfa qui restait intacte, dont on aura peut-être l'occasion de parler, énormément de sculptures qui ont un rapport direct avec la tête, pas toutes, hein, mais certaines sont détruites volontairement, et tous les crânes qui sont sur le site sont détruits aussi. Donc on a vraiment la sensation que c'est plus contre le culte du crâne lui-même plutôt que le site lui-même. Maintenant, il a été enseveli peut-être aussi pour protéger quelque chose qui était dessous, c'est-à-dire protéger ce secret, voilà, il y a peut-être aussi cette volonté de protéger quelque chose.
de préserver quand même un héritage. Voilà. Aussi, par exemple, sur d'autres sites, par exemple, certaines pyramides qui ont été recouvertes un peu partout dans le monde à peu près à la même époque. Alors, oui, alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que quand je disais tout à l'heure que Göbekli Tepe est une capsule temporelle, c'est ça. Je veux dire que quelque part, on préserve quelque chose qui était important et en le rebouchant, en l'ensevelissant, en refermant ce site, on le préserve pour les générations futures et quelque part, consciemment ou pas, on a une capsule temporelle, c'est-à-dire vraiment un contexte, tout un support d'information historique qu'on va retrouver plus tard. Voilà, donc pour moi, ça a une fonction, on va dire, de capsule temporelle, même s'ils n'étaient pas conscients de ça à l'époque quand ils l'ont fait. Et tout. Je te propose, avant qu'on aborde la dernière partie, qu'on parle quand même de la Bible, des textes sacrés, et de rappeler quand même que la Bible s'est très fortement inspirée des textes sumériens, qu'on trouve des analogies qui font qu'il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, les spécialistes aujourd'hui n'ont plus de doute quant à l'origine de la Bible. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, voilà, de ces textes sumériens? Oui, quelques mots, bien sûr. Alors, les textes sumériens, puisque ce sont les premiers, on les appelle les textes fondateurs, parce que ce sont vraiment les tout premiers, par exemple comme les Numa Elish ou l'épopée de Gilgamesh, etc. Il y en a d'autres. D'autres textes. Alors, ce sont les textes les plus anciens du monde. Ce sont souvent des poèmes ou des choses comme ça. Ce sont les textes littéraires les plus anciens que nous connaissions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'Ancien Testament a été écrit, les Israélites, les Juifs étaient en captivité depuis déjà. Enfin, ils sont restés en captivité au moins 70 ans à Babylone. Donc, ça veut dire une chose, c'est que quand ils ont écrit les textes qui vont devenir tous les premiers textes de la Genèse, etc., tous ceux qui sont dans la Septante, etc., ils ont été fortement inspirés par ces textes, parce que bien sûr, ces rédacteurs connaissaient les histoires de la Babylonie, connaissaient les histoires sumériennes, etc., ils les connaissaient très bien. Bon, peut-être qu'ils maîtrisaient pas tout, mais ils connaissaient ces histoires. Et elles vont se retrouver, bien sûr, d'une forme un petit peu arrangée à leur sauce à eux, évidemment, mais il y a une sorte de plagiat dans la Bible, puisqu'on retrouve tout à travers ces textes, on va retrouver tout ce qu'on va retrouver dans ces anciens textes, évidemment. Donc c'est vrai que ça s'explique, ça on comprend très très bien pourquoi, mais bon, ils sont tronqués, etc. Et il y a plein de petites erreurs, voilà. Alors, OMG, Homo sapiens, quels sont les points que tu vas éclaircir, ou voilà, qu'est-ce que tu vas développer dans ce livre-là? Alors, ce livre-là, pour moi, c'est le plus important des quatre. Je vais être franche, parce que je pense que là, vraiment, je vais parler non seulement d'humanité, mais peut-être aussi de sujets peut-être un petit peu plus sérieux, on va dire. Enfin, sérieux, c'est beaucoup dire. Mais quel est le devenir? Qui sommes-nous? Quel est le devenir de l'humanité à travers ce que j'ai pu comprendre de tout ce que j'ai étudié? Et est-ce que nous n'avons pas été un peu programmés pour ce qui nous arrive aujourd'hui? Et c'est un petit peu plus triste, mais j'aimerais lire quelque chose qui va être un petit peu expliqué, très 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 court. C'est un mot qui a été écrit dans un article par Massimo Sandal, qui est un biologiste moléculaire. Enfin, je travaille beaucoup avec les biologistes moléculaires. Alors, il dit, ce jeune homme, l'émergence de l'Homo sapiens a été dévastatrice pour l'ensemble de l'écosystème. C'est comme si la nature, à un moment donné de sa merveilleuse histoire évolutive, avait agi contre elle-même. Est-ce une erreur de la nature? Est-ce que la nature peut se tromper? C'est ça. Alors, quand on connaît bien les mécanismes, c'est puissant, hein. Oui, non, mais ce dernier livre va être, et quand tu le liras, tu verras, tu comprendras. C'est-à-dire de bien comprendre déjà le génome humain, et quand on comprend bien tous les mécanismes de la génétique, de se dire que les erreurs de la nature n'existent pas. Voilà, la nature ne fait pas d'erreur, parce que quand elle fait une erreur, ça lui arrive. Attention, je ne dis pas qu'elle ne fera pas d'erreur, mais ça ne va pas être pris en compte, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir des gènes récessifs qui ne vont pas subsister.
Ça s'équilibre. Elle va s'équilibrer. La nature, c'est toujours équilibré. La seule chose qui ne soit pas équilibrée, ce soit notre espèce. Voilà, nous avons quelque chose de très particulier et il y a plein de choses. Donc voilà, donc je vais expliquer de long en large qui nous sommes et pourquoi nous sommes si différents. Alors, je ne vais pas parler que par mon nom, mais je vais étayer mes propos avec d'autres généticiens, d'autres scientifiques, d'autres personnages importants qui connaissent le sujet et qui l'ont étudié de long en large, et je leur donne la parole et j'avance aussi des choses. Je vais faire ça va assez loin. Donc je ne parle pas que de ça, je vais parler de plein d'autres choses parce que c'est le livre le plus épais qu'on aura. Par exemple, je vais parler, je vous donne un exemple, du menton. Ouais, ça paraît incroyable. Je veux dire, mais pourquoi on va parler du menton? Les frères Bogdanov vont être à l'écriture. Ils vont m'adorer, c'est certain. Alors, il faut savoir, par exemple, que le menton n'existe pas chez n'importe quelle autre espèce. Nous, Homo sapiens, sommes les seuls à avoir un menton. Les primates n'ont pas de menton, les hommes de Néandertal n'avaient pas de menton. Il n'y a que notre lignée parentale qui a développé cette croissance osseuse, on va dire. Donc, je me suis vraiment renseignée par tous les moyens de savoir vraiment comprendre quelle est l'utilité, parce qu'on est vraiment tout seul. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a eu 6 hypothèses différentes qui ont été avancées, mais aucune d'elles ne tient. C'est-à-dire que les dernières recherches actuelles ont fait état de, voilà, on ne sait pas pourquoi nous avons un menton et qu'est-ce qu'il y a de particulier et pourquoi notre espèce à nous? Alors que, par exemple, Néandertal, notre proche cousin qui nous ressemblait énormément, n'en avait pas. Homo sapiens, tout au départ, il était très en accord avec la nature. Mais il arrive un moment où l'homme, d'un seul coup, va devenir sédentaire. Il va rompre complètement avec ce qu'il avait toujours acquis, tout ce qu'il connaissait. C'est-à-dire, il faut savoir que n'importe quelle espèce, elle a toujours vécu de cette façon, de la même façon, c'est-à-dire s'il y a un herbivore, il va rester herbivore, etc. Nous, en tant qu'humains, on était des chasseurs-cueilleurs, on était des pêcheurs, on était nomades, etc. Et d'un seul coup, on va devenir sédentaire. On va devenir des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on va être attaché à une terre, on va avoir un changement de notre façon de nous alimenter. Et tout ça va faire que, malheureusement, au lieu d'apporter des bienfaits, et ça je l'explique dans mon essai 3, hein, à la lumière de la science, j'explique longuement la problématique, c'est que quand on va devenir sédentaire, qu'est-ce qui va se passer? On va s'agglutiner, c'est-à-dire on va pas faire de la distanciation sociale comme c'est à la mode maintenant. Hein. Au contraire, donc il y a déjà des maladies qui vont commencer à devenir plus importantes. Mais le pire, c'est que nous allons changer de façon de vivre. Et quand on va devenir agriculteur, les fermiers, les premiers fermiers, et ça on a des preuves. Lisez mon livre, vous verrez, vous allez comprendre que ça va devenir beaucoup plus dur pour nous. C'est que là, on va vraiment avoir du travail intensif et les gens vont devenir plus petits. Il va y avoir des problèmes osseux qu'on ne connaissait pas chez les chasseurs-cueilleurs, etc. Donc déjà, on va avoir une fragilité qu'on n'avait pas avant. Et ensuite, on va avoir la domestication des animaux. Et quand les animaux vont arriver, alors là, on va avoir le pompon, c'est-à-dire vraiment des maladies que nous ne connaissions absolument pas. Parce que ce sont souvent des animaux qui vont amener les virus. Quand on parle à l'heure actuelle des marchés chinois, où on a des animaux vivants qui sont là essentiellement pour la culture chinoise de la médecine traditionnelle, qui va amener toutes les épidémies émergentes qu'on connaît maintenant à travers la planète, ça va empirer si on continue comme ça. Mais déjà au néolithique, ce changement en domestiquant les animaux va amener des maladies qui vont devenir graves et qui vont décimer des populations. Et on va connaître les premières famine, parce qu'il n'y avait pas de famine chez les chasseurs-cueilleurs, on avait de quoi se nourrir. Mais quand on va devenir dépendant de nos terres, quand on va devenir dépendant une ou deux céréales, etc., on va connaître des famines, comme on en a connu en Irlande, par exemple, etc. Donc, et puis voilà, il y a tout un tas de choses qui vont en découler. C'est-à-dire qu'on va faire partie d'une nouvelle société qui va devenir une société d'hommes.
où il y aura des gens qui vont connaître la prospérité, l'argent, le pouvoir, et forcément, il y aura ceux qui ne le connaîtront pas, qui vont être malheureusement exploités. Donc, ça va amener quoi tout ça? Des discriminations, des guerres, la haine, etc. Tout ce que nous connaissons. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le néolithique a fait plus de mal à l'homme que de bienfaits. Et que je pense qu'à ce moment-là, l'homme a signé son arrêt de mort. Malheureusement, c'est triste que je dis. Je voudrais qu'il n'en soit pas ainsi et qu'on puisse comprendre ça pour pouvoir redresser la barre à temps en se disant voilà, on va pas. J'ai l'impression et malheureusement, ce qu'on vit actuellement est en train de me donner raison et je voudrais surtout pas ça. J'ai l'impression qu'on est à bord d'une locomotive qui part à toute zingue, mais qui est vraiment en train de foncer, mais qui part dans le mur. Donc, si on ne redresse pas tout ça, si on n'essaye pas de se dire, voilà, il faut arrêter le consumérisme à tout va, la déforestation, parce qu'il faut savoir que le coronavirus qu'on est actuellement, il est lié quelque part à la déforestation, parce qu'on va chercher des espèces qui sont sauvages, des espèces auxquelles on ne devrait pas être confronté, et ça a été comme au départ avec la domestication. Ces espèces-là, si on continue comme ça, mais il y aura d'autres maladies émergentes qui vont arriver et qui seront peut-être plus graves encore que le coronavirus. Donc, il faut vraiment faire marche arrière et comprendre tout ce qu'on est en train de vivre et que ça a commencé au néolithique. Voilà. Au moment où je suis en train de terminer tous ces chapitres qui me semblent très importants, j'en rajoute parce que l'actualité est en train de nous donner raison. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Si l'actualité ne t'obligeait pas quelque part à enrichir encore ce livre. Enfin, je pense même que tu as dû être effaré de la justesse de ta vision. Effaré et puis et triste même parce que je pensais que j'en avais encore pour quelque temps. Je me disais ça va, c'est pour. Puis je me rends compte que peut-être c'est beaucoup plus proche que je le craignais et malheureusement j'en suis malheureuse parce que moi j'ai 4 petits enfants qui sont en bas âge et j'ai pas envie de leur laisser une planète comme ça quoi. C'est juste horrible quoi. J'aime bien cette question. Pour toi Bleuette, quelle est la signification du serpent sur cette tête et ailleurs sur le site? Alors, rappelle-nous quand même que la racine hébreuse de serpent est la même qu'un autre mot. Il est vrai, comme le dit Pascal, cette racine, c'est Nahash, et ça veut dire des choses qui sont cachées, qui sont, voilà, c'est vraiment, c'est la sagesse, c'est ce qui est caché, ce qui est secret. Donc, le serpent, c'est le plus vieux symbole de l'humanité. Alors, il y a d'autres symboles, attention, mais il faut bien parler du symbolique, d'emblème. Hein. L'emblème, c'est vraiment le plus important et le plus important de tous les emblèmes que nous connaissions. Alors, qu'est-ce qu'il symbolise celui-là? Celui-là, c'est pas un serpent n'importe lequel, c'est vraiment la vipère ottomane. C'est-à-dire que cette vipère, elle est bien sûr au néolithique, on a toujours des symboles qui sont un petit peu ambigus, ambivalents. On est vraiment face à la résurrection, la vie, puisque le serpent mue et que dans la mue, on a même un sens d'immortalité. Mais on a aussi une vipère. Ils auraient pu mettre un autre serpent qui soit pas. Et cette vipère-là, elle est venimeuse et mortelle. Donc on a ce sens aussi de mort. Donc de ce qu'on appelle un serpent, c'est un animal chthonien qui rappelle l'inframonde, le monde des morts, quoi. Donc on est vraiment toujours dans ce sens la vie et la mort. Et ce qui est assez étonnant, quand on voit cette tête de serpent, on la retrouve sous une forme très particulière, sur un graffiti qu'on retrouve dans le bâtiment au Lyon à Göbekli Tepe. Et on voit une femme, une parturiente, qui est certainement en train d'accoucher. Elle a les jambes écartées, les bras écartés, et sa tête est vraiment, n'est pas une tête de femme, mais une tête de vipère, comme celle qu'on voit sur le crâne glabre qu'on a retrouvé à Nevalachori. Donc, je pense qu'il y a un rapport direct avec la procréation et on a vraiment un symbole d'enfantement, de procréation, de fertilité. On ne peut pas s'empêcher non plus de penser quand même au... Ah, j'ai plus le mot des médecins, le caducée.
Le caducée, pardon. Le caducée. Alors, le caducée, effectivement, ce sont un ou deux serpents qui sont Deux ronds. serpents qui ressemblent quand même fortement à un brin d'ADN, quoi. On peut pas, pas faire le. Mais par contre, ce que je regrette, c'est que le serpent puisse avoir pris cette connotation de quelque chose de très, très mal. Alors, oui, complètement négatif, alors que ce n'est pas dans toutes les autres civilisations et bien plus anciennes. Au contraire, le serpent a un rôle puissant, important, de sagesse, d'immortalité, de médecine. Voilà, donc c'est dommage. Voilà. Bleuette, sans faire de polémique, mais ça c'est l'histoire, hein, c'est pas de la polémique. Oui. La religion chrétienne et catholique a quand même pendant des décennies, voire des centuries, rendu la connaissance difficilement accessible, jusqu'à ne pas pouvoir lire la Bible sous peine quelque part de connaître de gros ennuis quand même. Oui, c'est vrai que alors on va pas se faire des amis si on commence là-dessus. Bah ouais, malheureusement, mais c'est vrai que voilà, c'était pas accessible à tous, on va dire, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été, mais même à l'heure actuelle, hein, c'est vrai que quand on prend par exemple les écrits de la mer morte qui ont été retrouvés, des rouleaux. Il y a une partie des rouleaux qui ont pu être étudiés, mais pas tous, hein, parce que bon, tous ceux qui ont été monopolisés par le Vatican, ceux-là sont restés un peu secrets. Hein, donc, et puis, je parle de ça, mais il y en a d'autres. Hein. Les secrets du Vatican sont. Alors, c'est vrai que la religion a toujours gardé un petit peu. Voilà, c'est un peu la grande secrète. Hein, voilà, c'est ça. Quand on parle des livres, on parle aussi des livres apocryphes. Et moi, il y a un livre apocryphe qui m'a toujours extrêmement surpris. Je ne l'ai pas dans ma collection là, mais Jovanovic en a fait une traduction. C'est ce fameux livre d'Enoch. Ça, c'est quand même je parle beaucoup de livre d'Enoch déjà. J'en parle dans mon troisième essai. J'en parle. Je fais souvent référence à Enoch parce que c'est vraiment un livre vraiment intéressant et un petit peu stupéfiant par moments. Ouais, hein. C'est vrai que... la lecture de ce livre est quand même édifiante parce que alors Enoch fait partie de ceux qui ne meurent pas, puisque dans la Bible, Enoch ne meurt pas. Hein, c'est un des seuls patriarches qui ne meurt pas, puisque la Bible indique que Dieu le prend avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit souvent en ufologie qu'Enoch est peut-être le premier abducté de l'histoire, puisqu'au final, Dieu le prend avec lui. Alors, comment et c'est vrai qu'Enoch, dans le texte qu'il décrit, on a l'impression qu'il décrit une espèce de machinerie très particulière, avec les termes qu'on a pour les expliquer à l'époque. C'est vrai que c'est quand même une énigme assez intéressante, si vous avez l'occasion de le lire. C'est très, très intéressant, oui, tout à fait. Pat Patrice dit quelque chose qui est juste, peut-être si tu veux afficher, là c'est pas une question, mais c'est un constat, effectivement, qui indique que le serpent représente Enki aussi, et c'est vrai. Oui, alors le dieu, donc il faut savoir, enfin je remets un petit peu Enki, qui est Enki, parce que tout le monde ne le sait pas. Enki, c'est le demi-frère de Enlil, et c'est dans le panthéon des dieux sumériens. On a les trois premiers, c'est An ou Anu, qui est le dieu du ciel et qui a deux fils qui peuvent pas se sentir, et il y a Enki et Enlil. Et Enki, son symbole majeur, il y en a d'autres, hein, il n'a pas que celui-ci, mais son symbole majeur, c'est le serpent. Et il le dit d'ailleurs, il vient quand il atterrit, qu'il arrive sur Terre, il est sur le marais au serpent, etc. Le serpent est toujours présent dans tout ce qui touche à ces mythes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Enki, c'est celui qui va décider de faire l'homme, de créer l'humanité. Hein. Donc il va y avoir un conseil des dieux, je le fais vite fait, et les dieux se plaignent parce que vraiment, enfin, c'est dans les textes, hein, les dieux se plaignent parce qu'il y a trop de travail, etc. Donc ils ont besoin de créer un serviteur. C'était les premiers syndicalistes quelque part. Ouais, voilà, il y a une grève, hein, ils se mettent en grève, mais carrément. Oui, ils se mettent en grève, ils en ont marre. Il y avait un Anunnaki moustachu qui a dit on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors du coup, il va fabriquer l'homme avec de l'argile et du sang, un sang qui est particulier. Et comme ils le disent dans les textes, ce dieu qui est donc un dieu serpent, entre guillemets, hein, c'est pas un serpent, c'est juste son symbole. Hein. Il va pas créer l'homme comme il est dit dans la Bible. Il est bien dit dans les textes, il va apposer l'image des dieux sur la créature primitive. C'est-à-dire qu'il va prendre une créature primitive et ils vont apposer l'image des dieux. Et ce qui est drôle, c'est que ce terme va s'appeler Tehema, et Tehema,
Alors certains historiens l'ont traduit par personnalité, mais quand on lit bien le texte, quand on veut vraiment comprendre la racine des mots qui sont du mot, ça veut dire ce qui retient la mémoire, ce qui retient ou qui conserve la mémoire. Alors voilà, la mémoire de quoi? Donc si c'est vraiment un problème physiologique, on peut penser de ce qui est dans le sang, c'est-à-dire puisqu'il est fabriqué avec du sang. Et ce qui retient la mémoire dans le sang, eh ben, on peut penser tout bêtement à l'ADN. Voilà. Donc, Jean-François, bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonsoir Pascal, bonsoir Camille et surtout bonsoir Bleuette, très heureux. Juste une petite question à Bleuette concernant les sites qui ont été réensevelis comme Göbekli Tepe. Tu as parlé de la Sardaigne puisque tu as prévu aussi d'aller en Sardaigne. Alors, pas tout de suite, mais oui, j'aimerais beaucoup y aller. Oui. Il y a un site extraordinaire. Bon, la Sardaigne est très riche en vestiges archéologiques, très riche en ourag. Oui. Et tu as un site qui s'appelle Xunuraxi, qui est dans le sud de la Sardaigne, à Barougini, et qui est un petit peu dans le même cas de figure, je dirais, que Göbekli Tepe. C'est situé en haut d'une colline, et ça a été intégralement enseveli. Ça remonte aux au deuxième millénaire avant le Christ, hein, et il a été intégralement enseveli et redécouvert dans les années 50. Ce qui est étonnant, c'est que là aussi, on peut se demander comment des couches ou des strates successives ont pu recouvrir quelque chose qui est sur un point culminant. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé dans d'autres civilisations ou c'est vraiment propre à ce temple de Göbekli Tepe? Des endroits qui ont été ensevelis, il y en a d'autres. Hein. Effectivement, pas avec une telle ampleur et un tel déterminisme. Il y a des endroits, même dans le nord, dans les Orcades, je crois qu'il y a des endroits qui ont été retrouvés, qui ont été déterrés. Maintenant, je crois que c'est les Orcades. Hein. Il y a vraiment un site ancien. Il faudrait vraiment que je retrouve son nom parce que là, son nom m'échappe. Mais oui, il y a eu d'autres. Et puis il y a même dans une moindre mesure, on a les tumulus qui sont vraiment qui sont ensevelis dans un but précis, etc. Mais sur une telle surface, avec un tel parce que c'est-à-dire la différence avec Göbekli Tepe, c'est qu'on n'a pas que de la terre. Ils l'ont pas rebouché avec de la terre uniquement. Ils l'ont rebouché avec tout un tas de choses, avec des détritus, des ossements, des roches, de la terre. Il y a de tout. C'est un espèce de chaos. Mais la première fois qu'on voit un tel chaos dans un site qui a été volontairement enseveli. Alors, n'as-tu pas l'impression depuis le début de notre civilisation que finalement l'homme serait quelque part programmé pour être le propre acteur de sa chute, au vu de ce que nous vivons maintenant? Alors, je pense que de toute façon, il n'a pas choisi de devenir ce qu'il est devenu. Moi, je pense que malheureusement, il y a eu des choses qui ont fait que, voilà. Alors, je vais pas. Là, ça m'embête parce que tu me fais foiler mon livre. Mais bon, oui, je pense oui. Moi, je pense que de toute façon, il y a eu quelque part une programmation entre guillemets, mais je pense que effectivement, ce qui se passe, alors ça reste une hypothèse. Si on rentre dans l'hypothèse qu'il y a eu une civilisation exogène qui soit arrivée, qui ait manipulé l'homme et qui ait manipulé son génome, si on rentre dans cette hypothèse, parce que moi je rappelle que mes livres sont basés, c'est du néo-évémérisme, ça veut dire que c'est basé sur cette hypothèse-là, mais c'est pas, voilà, je l'étaye de tas de faisceaux de présomption, mais ça reste des présomptions, donc voilà, il faut. Mais si on accepte ce postulat que une civilisation exogène soit arrivée à un moment donné ou à plusieurs moments sur notre planète, qu'elles aient pu modifier notre génome, je pense que oui, on a été plus ou moins programmé pour une espèce d'autodestruction. Et que cette autodestruction ne va pas se faire en 2 temps 3 mouvements, mais qu'elle passe justement par toutes ces phases, l'agriculture en faisant partie. Je pense qu'on n'a pas choisi de devenir agriculteur, on l'a été par la force des choses. Donc je l'explique beaucoup plus longuement dans mon 3e essai, qui est déjà paru. Donc si ça vous intéresse de le lire, allez-y. Je le montre d'ailleurs. Vous comprendrez mieux ma façon de voir les choses, mais je vais en parler longuement dans mon dans celui-ci, à la lumière de la science. Il y a un chapitre vraiment consacré au fait que l'homme est vraiment
a été modifié, mais peut-être pas pour son bien. Voilà, pas pour son bien. Et qu'en le modifiant, dès que, de toute façon, même si on parle génétiquement parlant, dès qu'on modifie un gène, quel qu'il soit, automatiquement, on va avoir une dérive d'autres gènes qui vont partir. Voilà, la nature. Ça paraît étonnant, mais la nature est allergique à la perfection. Donc, si on veut perfectionner un être, quel qu'il soit, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on va arrêter pour ce soir, parce que c'est vrai qu'il commence à être aussi un petit peu tard. Alors, on a juste un petit jeu, on a commencé, on l'a fait avec Dominique Filol, qui était en live avec nous vendredi. En fait, je vais te faire 2 propositions, et tu vas me dire celle que tu retiens dans ces 2 propositions. Alors, si je te dis Wonder Woman ou Cléopâtre? Celle que je préfère? Ouais. Moi, personnellement, je préfère Cléopâtre. Hein. Ah, d'accord. J'étais pas sûr. T'as un petit côté Wonder Woman des fois, donc c'est pour ça que je me posais la question. Mais c'est l'Égypte qui fait ça. Mais moi, Cléopâtre, pour moi, c'est une femme moderne. C'est la femme qui domine, qui va se battre pour ses idées, qui va affronter Jules César. C'est vraiment, pour moi, c'est le symbole de la femme moderne. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un à poigne. Hein. Elle va maîtriser sa vie jusqu'à sa fin, hein, puisque. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Elle décide de comment ça se finit. Alors, si je te dis 2001, l'Odyssée de l'espace ou Prométhéeus? Moi, j'ai adoré 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'on est déjà vers les monolithes. Moi, j'ai l'impression qu'on est à Göbekli Tepe avant l'heure et qu'on a vraiment j'ai adoré, parce que c'est vraiment une idée, c'est l'idée déjà de ces dieux qui arrivent et qui amènent la connaissance à l'homme. J'adore. Si je te dis Michelle Obama ou Hillary Clinton? Michelle Obama, peut-être. Oui, je préfère Michelle Obama. Bon. Raison. Et la dernière, mais tu as le droit de dire les 2. Si je te dis Pietro ou Mauro? Oh non, ça non. Ça, c'est une question piège. Ah, là, c'est la question piège. Tous les ex-aequo, je les voilà, t'as le droit. Sur celle-là, ça, c'était la question pour foutre le bordel, en fait. Ah oui, non, c'est vraiment. Je les adore. J'accepte l'ex-aequo. Voilà, c'était le petit jeu plus tôt ou plus tôt. Moi, j'ai une dernière petite question, Bleuette. C'était de savoir si tu avais, par exemple, une citation ou une phrase ou quelque chose que tu as envie de transmettre aux gens. Je crois que Pascal l'a dit tout à l'heure, hein, ne rien croire sans preuve, mais se dire que tout est possible. Pour moi, c'est vraiment l'essence de ma façon de voir les choses. Pour moi, il faut tout explorer, mais ne pas se dire j'ai envie de croire à ça ou à ça. D'abord, parce que moi, j'ai pas envie de croire, mais j'ai envie de savoir déjà. Et puis parce qu'il ne faut pas se laisser séduire par ses propres idées ou se laisser détruire par ses a priori. Je pense qu'il faut vraiment savoir raison garder, mais ne pas se fermer les yeux en se disant voilà, on m'a pas appris ça, donc je veux pas. Faut toujours s'ouvrir au reste, même si ça n'aboutit pas, mais au moins de se dire je vais essayer. Voilà, j'ai envie de voir le reste. Non, pour moi, c'est la phrase qui me correspond le plus. Écoute, je trouve que c'est une conclusion magnifique. C'est parfait. Pour cette première, et Bleuette, encore une fois, un grand merci. Un énorme merci, Bleuette. C'est moi qui vous remercie. J'ai passé, comme d'habitude, quand tu es là, un excellent moment à renouveler, c'est sûr et certain. Avec plaisir. Et puis vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Ils étaient nombreux. Voilà. Tant mieux, merci beaucoup. Et puis, si on n'a pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas, renvoyez-moi votre question par le biais de mon livre, de mon site, pardon. Et puis, je vous répondrai si je peux. Soyez patient, mais je répondrai. Et puis, merci Camille, merci Pascal. J'ai passé une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Nous aussi, avec grand plaisir, Bleuette. Tu sais que tu viens quand tu veux, que ce soit au Unifone, à Valençol. Quand tu veux. À la maison. Avec plaisir. À très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.